Marc, je veux juste te parler de ton équipe. Paul disait avec raison que c'est le quart de la saison. Quand on regarde la distribution de temps de glace chez les 6 premiers attaquants de bien des équipes, souvent ces attaquants-là jouent plus que les autres, les deux dernières lignes. Est-ce que toi, ton équipe, ça semble plus partagé, je te dirais, le temps de glace? Comment tu vois ça? Je te pose la question parce que au cours des derniers jours, tu sais commencé dans le marché montréalais, il y a eu des questionnements par rapport à ça. OK, ben Renaud, merci beaucoup. Ta question pour commencer, premièrement, après un match, on reçoit toutes, comme vous d'ailleurs, une feuille avec le temps de glace de tous les joueurs. Puis tu peux parler à tous les DG ou à tous les coachs de la Ligue nationale. La plus belle feuille que tu peux recevoir après un match, c'est une feuille que ton équipe a remporté un match. Puis le temps de glace de tes joueurs, le plus haut en bas de 20 minutes et le plus bas en haut de 13. Alors, si tu as tes 20 joueurs, enlève les gardiens de but, là, ont un temps de glace entre 19, 20 minutes et 13 minutes. Dans ça, c'est l'idéal. Premièrement, tu économises tes joueurs, puis ça montre que tu as de la profondeur. Alors, avoir des joueurs qui ont des temps de glace surtout des avants, que c'est plus difficile de 23-24 minutes, c'est plus difficile. Puis éventuellement, ça apporte l'usure. Puis une chose qu'il faut remarquer aussi, dans le temps de glace, c'est les chiffres et la longueur des chiffres. Alors, si tu regardes des joueurs qui vont avoir 26-27 chiffres dans une équipe, l'autre équipe, le même joueur, 26-27 chiffres, le temps de glace, c'est des chiffres de 45 secondes, 50 secondes. Puis de l'autre côté, tu vois des gars qui ont 1 minute 15. Alors, l'idée, c'est pas l'idéal. On sait bien qu'après 45, 50 minutes, 50 secondes, tu deviens de plus fatigué. Alors, le nombre de chiffres est important et la longueur des chiffres aussi. Il faut tout ça rentrer en compte quand tu regardes le temps de glace d'une équipe. OK. Puis ma dernière question pour toi, Marc, c'est concernant Paul Byron qui n'a pas été réclamé au ballottage. Un, est-ce que tu es content de ça? Deux, qu'est-ce qui était en arrière de ta décision de placer Paul Byron au ballottage? Merci, Marc. Oui, bien, premièrement, écoute, quand tu mets un joueur au ballottage, il y a toujours un risque. Mais on réalise de plus en plus avec la situation financière de toutes les équipes, du cap salarial et aussi d'un cap qui est probablement va être flat pour les 2, 3, même peut-être 4e prochaines années. Les équipes sont très ils ne prennent pas de chance avec des joueurs avec des termes. Alors, parler, il y a du terme sur son contrat. Puis de plus en plus, on voit ça. Il y a eu des joueurs récemment qui ont passé au ballottage. Puis c'est un outil qu'il faut se servir. Puis nous, en étant une équipe qui est très proche de la masse salariale, on a vu une opportunité de profiter de ça. Alors, c'est une nouvelle réalité dans la Ligue nationale pour les équipes et pour les joueurs. Je pense de plus en plus voir des joueurs qui vont passer au ballottage à cause de cette raison-là, qui sont avec un flat cap, puis les équipes sont beaucoup plus proches du cap salarial en sachant qu'ils ne montrent pas pour les prochaines années. Merci, Renaud. Prochaine question, on va de Martin McGuire. Oui, bonjour Marc. Merci d'être disponible pour nous aujourd'hui. Vous avez collectivement de très bons résultats. Vous êtes parmi les très bons clubs de la Ligue nationale, mais quand on regarde un petit peu récemment, votre ligne de centre a une petite baisse de régime selon ton expérience, puis selon surtout ce que vous ambitionnez d'être cette année comme équipe. Est-ce que tu es à l'aise avec la ligne de centre qui est actuellement dans l'uniforme du Canadien? Oui, écoute, c'est certain que. Puis il va y en avoir d'autres baisses. Là. Écoute, dans une saison, tu as des hauts, des bas, tu as ils appellent ça peak and valley. Alors, l'adversité, c'est toujours bon. Puis, il faut s'en sortir. Mais écoute, on arrive de Toronto samedi. Puis, un de mes meilleurs joueurs à Toronto, qui est John Tavares, je crois qu'il a seulement un but à 5 contre 5. Alors, c'est certain qu'il produit sur le jeu de puissance. Mais est-ce que Toronto sont inquiets? Pas du tout. C'est un très bon joueur de hockey, mais encore du bon hockey. Alors, ça fait partie d'une progression, ça fait partie d'une saison. Puis, probablement que c'est plus le marché qui est inquiet que nous à l'interne.
Concernant Thomas Tatar qui a été laissé de côté lors du dernier match, Marc, c'est quand même un gars important pour votre équipe depuis qu'il est à Montréal. Est-ce qu'on doit comprendre que le joueur a peut-être un statut plus précaire aujourd'hui que c'était le cas peut-être il y a un an? Tu entends quoi dire par précaire? Précaire, disons, plus fragile au niveau de son statut dans l'équipe, Marc. Est-ce qu'il a perdu des galons dans votre équipe, Thomas Tatar, puisqu'il a été laissé de côté? C'est tout basé sur les performances, Martin. Puis, on s'attend plus de Thomas. That's it. Merci, Martin. On va y aller avec Chantal. Merci beaucoup, Paul. Allô, Marc. Ton équipe a commencé en force dans les 10 premiers matchs. Dans les 5 derniers, ça a été pas mal plus difficile. C'est quoi ton évaluation? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a semblé avoir une cassure lors de la défaite face aux Sénateurs d'Ottawa. Qu'est-ce qui se passe selon toi là, depuis 5 matchs? Écoute, il y a beaucoup de facteurs. Il y a aussi, écoute, on a bien commencé l'année. Après, éventuellement, les équipes s'ajustent, éventuellement, tu deviens un peu plus confortable, puis tu portes moins attention aux détails, puis c'est fait partie d'une saison de hockey dans la Ligue nationale. La dernière équipe, je crois qu'il n'y a pas eu d'adversité dans les récentes années, c'est Tampa qui ont perdu 4 en ligne contre Columbus. Puis ils ont appris, puis écoute, c'est certain que l'adversité, c'est toujours bon, il faut toujours s'en sortir, mais encore là, c'est pas... tu as mentionné, on a un bon début. Depuis Ottawa, le retour du premier voyage dans l'Ouest, je pense qu'ils jouent du très bon hockey. Ils ont battu Winnipeg samedi avec une bonne équipe de hockey Alors, il n'y en aura pas de match facile, puis il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Faut que tu t'en sortes, faut que tu passes au travail, puis on avait un bon match, une grosse victoire à Toronto, puis une semaine de pratique, puis retourner notre focus pour on va avoir beaucoup de hockey dans le prochain mois. Justement, bon, tu mentionnes les 5 jours de congé là, où il va y avoir plusieurs entraînements. Est-ce qu'il y a un élément particulier que tu veux voir ton équipe s'améliorer cette semaine? Oh, écoute, dans l'ensemble, je pense qu'on a eu des bons signes à Toronto, puis une chose en particulier, non, pas vraiment. Écoute, on va reprendre notre focus, plus attention aux détails. Puis aussi au début, Chantal, toutes les bandes sont allées de notre bord. Puis éventuellement, ça tourne un peu, puis on a eu plus de difficultés à marquer récemment. Mais écoute, comme je te dis, il y a je pense que les 10 derniers matchs dans l'ensemble, dans la Ligue nationale, tu vois du pointage moins élevé. Il y a une coupe d'exceptions. Je pense que les équipes s'ajustent plus. Puis aussi, il n'y a eu pas de match hors concours. Alors, tout le monde rentre plus dans le match, dans leur forme de saison. Alors, je m'attends à du hockey serré jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Jonathan Bernier. Oui, salut Marc. Écoute, tu as parlé de Thomas Tatar en disant que tu t'attendais un petit peu plus de lui. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de qui tu t'attendrais plus? Là, je pense entre autres à Paul Byron, qui, oui, bon, là, on comprend la stratégie du ballottage, mais qui a quand même été laissé de côté par Claude dernièrement. Oui, écoute, c'est certain, quand tu as un joueur mis de côté, c'est pas à cause que sa performance est vraiment parfaite. Alors, il y a de la place pour l'amélioration et Paul fait partie d'entre eux. Puis, écoute, il y a une communication avec lui et Claude, puis on s'attend de plus de Paul. C'est quoi ton appréciation du jeu de Phil Danault? Lui-même, la semaine dernière, nous disait qu'il avait été tracassé un peu au début par sa situation contractuelle et aussi son rôle nouvellement défini là, ou un petit peu modifié au sein de l'équipe. Bon, on s'attend de plus de Phil aussi. Il fait partie du groupe. On s'attend de plus de lui aussi. Merci, Jonathan. La prochaine question, Alexandre Gascon. Oui, salut Marc. Écoute, après un bon premier quart de saison, vous avez évidemment très, très bien parti dans les derniers matchs. Chantal en parlait, ça a été moins facile. On a vu peut-être des tendances qui étaient là des fois l'année dernière, des chances de marquer, mais moins d'opportunisme, des buts en fin de période, en début de période, tout ça. C'est quoi les principales différences que tu vois avec ton équipe d'aujourd'hui par rapport à ce que tu avais l'année dernière? Là? Quelles sont les différences principales qui ressortent pour toi jusqu'à présent? Bien, pour marquer des buts, on a plus de profondeur. Alors, écoute, on ne s'attend pas juste à une ligne. L'an dernier, je crois que la ligne, le trio de Garley était notre trio qui produisait le plus. Alors, je pense que c'est plus équilibré aujourd'hui.
avec Nick, avec Josh, Joe Drouin qui joue du très bon hockey. Puis encore là, éventuellement, on va en avoir des périodes encore difficiles. C'est une ligue qui est très difficile, puis les pointages deviennent de plus en plus durs à marquer des buts. Mais c'est là qu'il faut que tu sois patient. C'est là qu'il faut que tu marques des buts ugly goal comme Garley a marqué à Toronto, le but gagnant. Aussi, sur la question des coups à la tête, on en a vu quelques-uns, surtout pour votre équipe, là, contre votre équipe, si je peux dire, depuis le début de la saison. Puis le département de la sécurité des joueurs a vraiment appliqué le règlement. George Parros a appliqué le règlement à la lettre, pas donné de punition en disant que la tête n'était pas nécessairement le point de contact principal. Donc, ils ont appliqué le règlement. Ces règlements-là sont un peu entre les mains des DG. Est-ce qu'à ton avis, c'est pas l'heure de changer ce règlement-là? Possiblement qu'on aurait des discussions pour peut-être un peu tweeter le règlement, mais ça ne sera pas jusqu'à notre prochaine rencontre de DG. Puis j'ai aucune idée à la date à cause des restrictions du COVID. Merci. John Lou. Good afternoon, Mark. On the eve of training camp, you said that you felt that your club could play any style you want in reference to facing opponents in their different profiles. Now, a quarter into the season, how accurate do you believe that statement is in terms of what you've seen from your club facing different opponents? Yeah, we played pretty much everybody except Winnipeg in our division, if I'm correct. And I think they all have different style. More speed, more grinding. But I think we could have success with all these teams if we play the way we're capable of playing. Secondarily, also, you put a lot of faith in your young centers, but most significantly Suzuki and Kotkaniemi. At the start of the season, did you believe that there would be growing pains? And factoring that into your assessment, what have you thought of their play thus far this season? I think they've been overall, they've been solid. And let's not forget, I believe that KK among the players this year, I've read somewhere, or Paul has told me that he's the 10th or 7th youngest player in the NHL that played 10 or more games this year. So, I mean, think about it. There's over 700 players in the NHL, and he's among the 10th youngest one. So, yeah, you'll have some more growing pain, but I think, KK's tracking the right way. And, it's a tough position. You have a lot of responsibility as a centerman, D-zone, neutral zone, and offensively. So there's a face-off, everything. So, he's still learning, but, we have faith that KK keeps going the right way. Eric Ingles. Thanks, Paul, and thanks for doing this, Mark. This might be a bit complicated as a question, but I think we've learned over the years how much you care about your players. It's one of the things that when we hear like Thompson and Kovalchuk talk about how closely you worked with them to work out their situations in trades, it's clear that you care about them. How tough is that balance? Because I've heard you say in this press conference, we need these players to play better, and that's just the reality. But on the human side of it, how much do you have to manage the situation with players like Paul Byron or Corey Perry, or players that aren't getting top line minutes in a situation where you're rolling 4 lines? How active are you as a manager in discussing those situations with your players on the human side? Well, first of all, if the ice time is managed by the coaching staff, so I don't get involved in ice time. And, I always say, and it goes back, long time, if you want more ice time, the old saying, play better. You want to be on the power play, play better. You want to kill penalties, play better. That's the bottom line. Coaches are there to win hockey games. And I do understand that players go through ups and downs during a season. That's part, but you have to make it as less as possible. And now having more depth, more guys pushing for ice time, coaches have to make tough decisions. So, Thomas Tatar sitting out on Saturday doesn't mean he's not going to be part of the Montreal Canadiens, for the rest of the year. Of course not. Thomas is a good player, has been a good player for us, but we need more. And he knows that, and hopefully he'll bounce back. Right. So I guess in the same regard, like somebody like Paul, like we know that you wouldn't make Paul one of your assistant captains if you didn't think all these things about him.
are you compelled to talk to him in this situation beyond just, we know you could play better? It can be a difficult, and also the salary cap, as you mentioned, kind of necessitates making a move like this. So is there need? Well, there's the human side and there's the business side. And, with Paulie, we had to make a business, I have to make a business decision. And, the cap, we are, in the past few seasons, we were way above, under the cap. So it was easier to manage. Now it's harder, and we want to have a good team. So we want to have the flexibility, not only at the trading deadline, if we need a player, but also, we have players that, might need bonuses that we want to be able to pay those bonuses instead of going into the cushion and then having less of a cap next year. So those are things that I have to think about, and those are business decisions. So, I'm not going to go to a player and explain exactly how to, manage a cap, but, it's part of being a general manager, and sometimes you make tough decisions. All right, thank you, Eric. On va y aller avec Guillaume Lefrançois. Oui, salut Marc. Je sais que tu as parlé d'un peu de tous ces joueurs-là jusqu'ici, Dano, Tatar et compagnie. Je voulais savoir, à ton avis, est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est une coïncidence que ces joueurs-là, sans contrat pour l'an prochain, semblent avoir un petit peu plus de difficultés en début de saison, tandis que, mettons, Jeff Petrie, Brendan Gallagher, des cas que tu as réglés cet automne, eux connaissent peut-être un début de saison plus à la hauteur là, de leur talent. Honnêtement, j'ai aucune idée. Ça, c'est des questions pour les joueurs à répondre. Je vois pas Non, moi, je vois pas ça comme ça. Écoute, je crois que Joël Armia n'a pas de contrat, puis il joue du bon hockey. Alors, non, pour moi, non. Mais encore là, je ne peux pas répondre pour les joueurs. OK. Sur un autre dossier, Victor Mété, bon, son agent a publiquement dit que Victor voulait un changement d'air, tout ça. Je ne pense pas qu'on t'ait entendu là-dessus. Je voulais juste savoir ce qu'il en était de ce côté-là. Si la situation a évolué depuis maintenant que Mété a joué quelques matchs, et puis s'il y a un lien entre le fait qu'il a été mis dans la formation quand même rapidement après la sortie de son agent. Bon, premièrement, au grand jamais, un agent va décider la façon qu'on va gérer notre équipe. Au grand jamais. Que ce soit à l'interne ou publiquement. Dans le cas de Victor, on a eu des discussions avant qu'on voulait rentrer dans l'alignement. Je crois que Claude a expliqué. Puis, éventuellement, on l'a rentré. Ça n'a aucun rapport avec l'agent. Victor, c'est un jeune qui a encore du potentiel, qui patine bien. On a besoin de profondeur. Pour notre cap salarial, c'est une bonne situation avec son numéro de salaire. Alors, pour nous, écoute, on n'a pas l'intention de bouger Victor. Puis, j'ai été clair avec l'agent. Merci, Guillaume. Alexandre Pratt. Oui, Marc, je voulais savoir, est-ce que le marché des échanges est un peu flat en raison des restrictions sanitaires, là, notamment la quarantaine? Est-ce que pour vous, c'est un problème pour le Canadien spécifique? Pour les équipes canadiennes, tu as le 14 jours si tu vas chercher un joueur aux États-Unis, mais écoute, même dans le passé, vous pouvez regarder vous-même, là, faites vos recherches, là, il y a de moins en moins d'échanges durant la saison régulière, que ce soit à cause du COVID ou pas le COVID. Alors, encore là, cette année, ça rend encore plus difficile. Il y en a une, je crois, samedi, mais il y en a de moins en moins. Puis, probablement que ça va vraiment aller à date des échanges. Puis encore là, avec les restrictions, tu perds un joueur pour 14 jours. Alors, surtout si tu joues avec les 2 jours, c'est 6 à 7 matchs que tu perds d'un joueur. Alors, ça va être difficile. Mais peut-être que les restrictions vont changer d'ici au mois d'avril. J'en ai aucune idée. Et pour le repêchage, présentement, là, c'est très difficile d'épister les jeunes parce qu'il y a plein de ligues qui ne jouent pas. Il y a des gens qui suggèrent le report peut-être même d'1 an ou en tout cas de 6 mois pour le repêchage. C'est quoi ta position là-dessus? Ta préférence plus? Là? Ma préférence, c'est de le pousser parce que, écoute, tu ne connais pas vraiment les joueurs. La Ligue de l'Ontario, je crois qu'ils ont annoncé probablement au mois d'avril, je crois. L'Ouest, ça va par province. Alors, c'est de plus en plus difficile.
le monde idéal, c'est de repousser le repêchage, mais ça appartient à l'association des joueurs et à la Ligue nationale, mais j'ai mon opinion là-dessus que je viens de partager avec toi. Parfait, merci. Merci, Alexandre. On va y aller avec François Gagnon. Oui, excusez-moi. Moi, j'ai 2 questions pour toi, Marc. La première concerne Carey Price. Il était clair que plus l'âge avance, plus que tu veux donner du support à un gardien, tu l'as obtenu avec Jake Allen. Maintenant, à quel point c'est difficile de doser la bonne utilisation, tu sais, d'en donner assez à ton numéro 1 pour qu'il ait la chance de se reprendre puis qu'il sache que il n'est pas toujours un and out, là, tu sais. À quel point c'est important de doser son utilisation pour maximiser ses performances? Ça, c'est ma première question. Ben, c'est important, mais ça va être facile parce qu'on joue beaucoup de matchs. Alors, je pense que tu peux regarder la cédule. Là, il n'y a pas grande journée qu'on a 2 journées de congé. Alors, gérer 2 gardiens, ça va être vraiment facile. Ça, c'était ma première. Merci pour la réponse. Deuxième, concernant Romanov. J'ai été un de ceux qui a été impressionné par lui au camp d'entraînement, par ses premiers matchs. Là, c'est normal. Les joueurs, les équipes le voient, comprennent un peu plus. Il a été sorti de l'alignement un match. Quel est votre niveau de tolérance à toi et à Claude par rapport au fait qu'un petit gars de même doit faire des erreurs pour s'améliorer, mais en même temps, en 56 matchs, tu ne peux pas te permettre d'en perdre trop. Alors là aussi, le dosage, tu le fais comment dans son apprentissage par rapport au risque que ça peut te donner de défaite? Oui. Tous les joueurs sont évalués au quotidien. Alors, en ce moment, on évalue Romanov comme on évalue les autres joueurs. Puis, c'est certain qu'on prend en considération son âge, puis ses performances. Mais je pense que d'ici, depuis le début de la saison, Luke Richardson, qui est en charge défenseur, manage bien ses minutes. Puis encore là, c'est au quotidien. Jusqu'à maintenant, il y a eu un bon début. Il y a eu une période moi, personnellement, je trouvais qu'il était une expression qui était trop busy. Il était un peu partout. Puis, parce qu'il veut tellement en faire. Puis ça fait partie d'un jeune défenseur qui apprend, qui se trempe les pieds dans la Ligue nationale. Alors, il n'y avait rien de surprenant, mais je trouve que récemment, il est revenu un peu plus calme. C'est ça qu'il a besoin de faire, plus en contrôle. Puis, tant aussi longtemps qu'il performe comme ça, je pense qu'on va continuer à l'utiliser de la même façon. Merci beaucoup. Merci, François. On va y aller avec Éric Leblanc, RDS. Oui, salut Marc. Avec toutes les acquisitions que tu as effectuées durant la saison morte, est-ce que le rendement du jeu de puissance te chicote un peu dernièrement? Est-ce que tu te grattes un peu la tête pourquoi que ça fonctionne un peu, un petit peu au ralenti en fait là, depuis une certaine séquence? Bon, on a des hauts, des bas. On a bien commencé, puis récemment, on a une période plus difficile. Je crois qu'on est 16e ou 17e. Middle of the pack dans la Ligue nationale, on s'attend de mieux. Puis encore là, c'est au quotidien. Claude et Kurt travaillent beaucoup sur notre jeu de puissance. Puis c'est surtout pour moi, les résultats, c'est important, mais aussi l'exécution. Puis récemment, notre exécution est moins bonne. Alors, il faut retourner à exécuter un peu mieux notre jeu de puissance. Puis avec ça, tu vas avoir des meilleurs résultats. Encore là, si tu as un jeu de puissance de 2 minutes, puis tu contrôles la rondelle, tu as des bonnes chances, ça donne du momentum. Alors, ce n'est pas basé seulement sur les résultats qui aident beaucoup, mais du momentum. Puis récemment, on a une période plus difficile, mais je m'attends qu'on se replace. Puis comment tu vois justement le calendrier qui va être très chargé? Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions avec les entraîneurs, savoir comment bien gérer ça? Il n'y a pratiquement aucune semaine jusqu'à la fin du calendrier que vous n'avez pas 3 ou 4 matchs. Oui, écoute, c'est pour ça que cette semaine, c'est une semaine importante pour le conditionnement et les pratiques. Alors, on a hier le congé qui était comme obligatoire par l'association des joueurs, mais avec des pratiques cette semaine. Puis, encore là, comme tu dis, beaucoup de matchs. C'est important, mais on gère ça au quotidien. On va frapper sur du bois avec les blessures. Jusqu'à maintenant, on était chanceux. Mais je m'attends à... ça va être difficile parce que plus que tu joues de match avec le voyage, les joueurs se fatiguent. Quand les joueurs se fatiguent, il y a plus de blessures. Alors, ça, c'est des choses pour nous qui vont être importantes à gérer au quotidien. Merci. Raphaël Doucet.
Bonjour Marc, merci pour ton temps. Il y a seulement 8 joueurs dans la Ligue nationale cette année qui ont marqué au moins 9 buts, dont Toffoli et Anderson. Parle-nous un petit peu de leur début de saison. Es-tu quand même surpris à quel point ils produisent? Écoute, c'est certain. Oui, puis non. Écoute, tu es content quand tes joueurs produisent. C'est juste que Ty a bougé un peu. Il était sur le trio à KK. Là, il est rendu avec Phil. Claude a fait des ajustements. Je crois que le trio à Nick avec Josh, il amène une présence. Comme vous pouvez voir, même Josh Anderson, les matchs qui, comme à Toronto, il n'a pas marqué, mais sa présence physique amène beaucoup. Alors, c'est un élément qu'on n'avait pas dans le passé. Puis, même au-delà de ses buts, c'est ce qu'il apporte avec sa présence physique. Et ce qu'il en fait pour Ty aussi, quand il ne marque pas des buts, c'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui, tu vois, moi j'ai une expression que je me sers à l'interne, c'est quand que la rondelle part de son bâton, elle est toujours à une meilleure place après. Alors, c'est un joueur qui est très intelligent, qui met la rondelle à des bons endroits, puis avec ça, il aide ses coéquipiers. Alors, il n'y a pas juste les buts que Ty marque, c'est aussi les petites choses qui amènent des petits détails à sa game. Merci, Marc. Merci. Prochaine question. Arpon Basu. Hello, Mark. One thing I found, I'm wondering if you find it difficult. You know, you played 5 of your first 10 games against the Canucks, who are obviously having a bit of difficulty. You're not going to face the Bruins or the Lightning or all these other teams. Is it more difficult to properly evaluate your team when you have such a limited number of teams? I don't have a choice. I don't play Boston. I don't play Tampa. So I understand, but did you take the I'm fact not that worried you about played the Boston Canucks? and Tampa. I'm sorry? I said I'm not worried about the other teams because I'm going to have to face them. Okay. I'm evaluating our team teams we're playing against, right? Right. Okay. So that's why I don't understand. I mean, I want to help you, but I don't understand. Like, I'm just saying, I don't want to get into a back and forth. I just want to know okay. if it's harder, If it's harder to evaluate your own, if it's harder to time. evaluate the strength of your own team because of that. That's all I was wondering. Yeah, I mean, it's a 31 league team. We only play against 6 of them. So yeah, it's a lot different this year. But I can only go by what I see. So yeah, it's if I compare to the rest of the league, yeah, it's impossible to me to evaluate. Okay. Fair enough. I'm not trying to be smart. I'm just trying to help you. But I'm not trying to be smart either, Mark. Don't worry. I would fail miserably if I tried anyhow. So no, don't say don't. The other one is I'm just wondering with Cole Caulfield playing as well as he is in Wisconsin, I think there's some question as to whether when his season ends, there's a possibility for him to sign a contract. Is there any plan in place, or would you even be able to, salary cap wise, consider bringing him to Montreal at the end of his season? Yeah, that's an easier question to answer. Well, caps, first of all, is going to depend where we at the deadline with, whenever he's done. There's also the 14 days quarantine, but you're right. He's playing really well. We watch, Scott Mellenby doesn't live far from Wisconsin, Madison, so he's able to drive and watch him play quite a bit. So is Rob Ramage. So he has progressed a lot in the last year. But again, it's too early to tell you exactly what the plans are, but expect him to turn pro after this year. And now where can he play once his season's over? That's, remain to be seen. Okay, thank you. Thank you, Arpon. Stu Cowan. Hey, Mark. The offense struggled the last 5 games. From your viewpoint, what's the key to getting that turned around? Is it as simple as you mentioned earlier, just getting some ugly goals? Well, yeah, there's the bounds, but also, sometimes you get, if it comes too easy, you go back to, it's not that hard. We've been scoring 4 or 5 a night. Well, teams are adjusting. You got to go more on the inside. You got to get some ugly goals, as we did in Toronto. So, guys, it's, again, I understand our fans are looking to our team, and so am I, but I'm looking around the league too. There's period of times where it's hard to score goals, and it's, we have to go back to get the ugly ones, go to the inside more and, take shots, put pucks at the net.
And as Jeff took a shot, from the sideboard, instead of trying to make a play and get a rebound, it's in the back of the net. So, sometimes you just got to go back and refocus and do the ugly things to get goals. The new guys you brought in have all been very impressive, which obviously makes you happy. But how much of a concern is it that quite a few of the guys from last year are struggling? And was there a message sent about that with Byron being placed on waivers and Tatar being a healthy scratch? Well, for Thomas, like I said, Claude has talked to him. We expect more, and I understand scoring goals is big, but also there's little details to your game that allows you to score goals. And when those details are not there, it's harder. And Thomas is a good pro, and I'm not only looking at him scoring goals, I'm looking at him too. What else does he do when he doesn't score? And that's the part of his game he has to improve. And it's part of and now we have depth, so it's easier for Claude to make that decision. As far as Paulie, it's a little bit of both. I've talked to Paulie personally, and I want more from him. I know when he's at his best what he does, and also there's also the business side of it. With the cap being able to being flat, being able to take a risk that he will clear waivers and give us more cap space, especially in a week where we don't have any games. That's it. Merci, Stu. We'll go with Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc. Deux questions pour toi. Tout d'abord, tu as mentionné tantôt que le plafond salarial pourrait rester flat, pas seulement pour 2 ans, mais peut-être même 3 ans ou 4 ans. Avoir un plafond salarial qui resterait flat pendant aussi longtemps, ça impliquerait quoi pour le Canadien de Montréal exactement? Il faut être vraiment prudent. On a des joueurs qui vont venir à échéance, puis des Nick Suzuki, des KK, Romanov, c'est des jeunes joueurs qu'on a besoin d'éventuellement dans les... KK, c'est l'an prochain, Nick et Romy dans 2 ans. Alors, avec un cap qui est, moi, j'ai sûr pour 2, peut-être probablement plus, il faut être prudent. Alors, ça l'affecte, c'est un trigger effect qui affecte d'autres joueurs. Alors, de plus en plus, ça va être important de manager notre cap et aussi des jeunes joueurs, c'est important de les rentrer dans la formation pour remplacer les joueurs que tu ne peux pas te permettre de garder. OK. Par ailleurs, c'est un petit peu plus champ gauche comme question, mais pendant longtemps ou depuis longtemps, l'organisation du Canadien, surtout sa filiale de la Ligue américaine, a eu de la misère à développer des joueurs européens, des gars qui passent soit par Hamilton, par Saint John, par Laval, qui sont des Européens. Vous avez de la misère à les faire graduer à la Ligue nationale. Est-ce que, puis ça date de même avant toi aussi, mais est-ce que c'est un problème que toi, tu as constaté, puis est-ce que vous avez des pistes de solutions pour essayer de changer ça à compter de maintenant? Ben, développement, c'est un mot qui est facile à lancer puis à blâmer aussi. Alors, moi, je regarde ici, comme tu mentionnes, un Européen qui est dans l'organisation pendant 3 ans, qui est un entry level, ou même 4 ans, puis qui part dans une autre organisation et qui devient un joueur, là, tu peux dire, OK, il ne s'est peut-être pas bien développé, mais quand un joueur comme un exemple, Andrigetto, on l'a eu dans une organisation, quand il est parti au Colorado, il est resté le même joueur qu'on avait ici. Alors, il n'est pas devenu un joueur. Alors, il n'y a pas on donne tous les mêmes outils à tous les joueurs, que ce soit un Européen, un Américain, un Canadien de CHL ou un collège. C'est le joueur, éventuellement, il plafonne, puis il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas la faute du développement, que ce soit à Laval, à Hamilton ou les 2 places qu'on a eues ici. Là. Alors, je ne suis pas prêt à dire que c'est du développement, c'est juste que des joueurs, dans un repêchage, si tu repêches 16 joueurs, 16 rounds, puis tu en as 2 qui deviennent des joueurs en moyenne dans un repêchage, tu as un bon repêchage. Alors, c'est ça la réalité. OK, merci. Merci. Merci, Marc-Antoine. Il reste quelques questions, Marc. On va y aller avec Patrick. Thanks, Paul. Hello, Mark. Mark, I just wanted a little bit about your specialty teams. The power play, considering the personnel you have out there, it doesn't seem to be as good as it should be. Is that just a question of guys becoming more comfortable with each other?
Not really. I mean, yeah, to a degree, but I mean, at the end of the day, they have to take responsibility. You know, they have assignment that they're being told, and you know, and a lot has to do with instinct. But you have to remember, power plays are guys who have higher skill level, and they like to make plays. And sometimes the plays are not there, and their mentality is to force plays instead of making the easy, like a point shot and go for a rebound. So it's you know, it's a tough job for a coach to try to say, guys, the play is not there. Go back to the point, hammer at the net, and crash the net. And but these guys, the reason why they're the power play, because they're skilled. They want to make plays, and you know, penalty killers are watching tapes and they adjust, and it's always a battle. So it's, you know, that's our reality that we have to deal with. On a PK, you've scored 7 shorthanded goals, but generally the PK hasn't been all that great either. Again, do you see a problem there? No, well, Pat, I see the same thing as you do. I think we need to be better. We have to be better killing penalties. You know, I have my opinion, and I share with the coaching staff what, you know, I think, you know, if you get take away their time and space, because those guys are, like I said, they're skilled players. If you have time and space, they make plays, and then you don't want to be caught in between when you're too aggressive. You know, they'll make quick plays, and then you get beat. So it's always a fine line. But yeah, you're right. We need to be better at on our special teams. Just you addressed Caulfield. Are either one of the defensemen from Northeastern likely to come out after this year? Yeah, I mean, again, we have discussion with a few defensemen who are in college. One is Josh Harris, but again, until, you know, his season's over, we don't have a confirmation, but you know, we feel that he's really close to becoming a pro, and that's something we're looking at closely. Thank you. Stay well. You too. Thank you, Pat. Thanks, Pat. Louis-Jean. Merci beaucoup, Paul. Salut, Marc. 2 petites questions pour toi. La première, Marc, c'est tu as analysé depuis une quarantaine de minutes ton équipe, mais au-delà des statistiques, tu as la chance de parler avec le personnel d'entraîneur et de voir les joueurs derrière des portes closes qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus et qui t'impressionne le plus? Ça peut être un joueur, mais ça peut être du monde dans ton personnel aussi. Ben dans nos joueurs, écoute, Josh Anderson, ce que je m'attendais de lui quand on a fait de l'acquisition, les coches, les boîtes, autrement dit, que je m'attendais de lui, ont toutes été cochées. J'aime ce qu'il apporte, même quand il ne marque pas des buts. Alors, est-ce que je suis surpris? Non, mais je suis content de voir que c'est vraiment... il amène ce qu'on s'attendait de lui. Tyler Toffoli, encore là, Ty, écoute, c'est un sneaky goal scorer. C'est un gars qui les détails de sa game que j'aime beaucoup. Encore là, quand tu vois un joueur au quotidien, tu apprécies plus. Puis ce que nos dépisteurs m'ont dit de lui, je le vois. Alors, ces 2 joueurs-là aussi m'amènent un peu de fierté de voir qu'ils sont capables de produire aussi, en même temps de faire les petits détails à leur game. Je pense que Joel Edmondson a amené de la stabilité à notre défensive, et avec Jeff, je pense une bonne combinaison de savoir que quand Jeff est un peu dans le trouble, il regarde, puis Eddie est là. Je pense qu'ils sont parmi les top 3 dans la ligue, dans les plus ou moins. C'est certain, c'est un stat, mais à long terme, il y a de quoi là. Un joueur qui est tout le temps, à toutes les années, il est d'un moins, mais éventuellement, c'est peut-être un joueur qui est dans le moins, moins fort défensivement. Mais je pense que ces 2 joueurs-là, ces 3 joueurs-là dans l'ensemble, je pense que. Puis Jake Allen qui amène aussi une bonne performance comme backup à Carey. Puis ma dernière question, c'est il y a 1 an, jour pour jour, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile pour l'équipe. Et là, soudainement, je regarde le classement général. Le Canadien de Montréal est 5e. Est-ce que, comme directeur général, tu dors mieux, le travail est plus facile, ou tu es toujours aussi inquiet ou préoccupé, ou tu es toujours en train de regarder plus les choses que tu dois améliorer versus essayer de profiter de ce qui se passe actuellement? Non, ouais, faut pas être confortable. Je veux que ça rapporte aussi à nos joueurs en bas, même aux instructeurs et à moi-même. Il faut toujours qu'on essaie de s'améliorer. Alors oui, je suis fier qu'on va bien.
comme tu mentionnes, on est 5e, mais si tu regardes de près, tu as des équipes qui ont moins de points avec moins de matchs. Alors, c'est vraiment tête, là, de classement général, mais il ne faut pas être satisfait. Puis non, je ne suis pas satisfait je suis satisfait de ce qu'on est, mais il y a toujours de la place à l'amélioration. Merci, Marc. Merci, Louis. Et on va y aller avec Alexis Bélanger-Champagne, de la Presse canadienne. Bonjour, Marc. Merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Petite question par rapport au calendrier dont tu as parlé un peu plus tôt. Il est très condensé. La division canadienne n'a toujours pas eu de cas de COVID jusqu'à date. Puis ça aussi, tout le monde touche du bois par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une inquiétude que il devait avoir des cas dans les prochaines semaines ou mois, qu'il n'y a pas vraiment d'opportunité de déplacer des matchs dans votre calendrier? Ça va être plus difficile. Comme tu as mentionné, tu regardes le calendrier. Peut-être qu'ils vont regarder à rallonger au lieu de finir la saison, je crois, le 8 mai plus tard. Je pense que ça se peut regarder à la Ligue nationale dans les villes américaines. C'est une possibilité. Alors, mais on va frapper sur du bois jusqu'à date. Le Canada, on était dans une belle position que les États-Unis. Mais ouais, comme tu as mentionné, ça va être difficile de mettre des matchs. Et puis, par rapport au calendrier aussi, quand vous avez des choses à travailler, des petits détails dont tu parles, de retrouver les bonnes habitudes, vous allez avoir moins de temps pour vous entraîner à cause de cet horaire-là. Claude a déjà dit que l'accent va peut-être être mis sur le repos à travers tout ça. Est-ce que ça peut devenir problématique éventuellement, un calendrier aussi intense quand il va y avoir des petits bas? Oui, mais écoute, on est tous dans le même bateau là, que les autres équipes. Alors, ce n'est pas une excuse pour nous de se servir. On n'a pas de pratique. Les autres équipes aussi, on a toutes 116 jours, 56 matchs. Puis, ça va être difficile pour tout le monde. Probablement que les vidéos-sessions vont devenir de plus en plus importantes à cause qu'on va avoir moins de temps de glace. Mais comme ancien joueur, c'est toujours mieux de le voir et alors de l'exécuter sur la patinoire après. C'est une chose qui va être moins disponible pour nous. Et aussi avec les journées de congé qu'il faut absolument donner aux joueurs par mois, qui va être encore difficile à gérer. Alors, Marc, on va prendre une dernière question, en fait, qui est une sous-question de Martin McGuire. Martin? Oui, Marc, écoute, tu as répondu tout à l'heure à Marc-Antoine Godin quelque chose d'intéressant par rapport au développement des joueurs. Actuellement, là, les jeunes juniors canadiens sont un peu défavorisés parce qu'au bout de 2 ans, vous devez les signer. Avec un cap salarial, comme tu dis, qui ne montera pas et tout ça, puis un système qui va être difficile économiquement, serais-tu en faveur pour qu'on modifie la règle pour que vous puissiez avoir peut-être une année de plus pour signer des juniors canadiens? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui ferait en sorte que peut-être que ces juniors-là seraient moins défavorisés au repêchage? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, écoute, s'il me demandait mon opinion, une signature, c'est sûr que je poursuivrais pour ça. Ça serait tellement plus facile pour nous. En ce moment, on a des jeunes qui sont ici, puis il y a encore des années juniors, mais qui n'ont pas de hockey, puis il faut prendre une décision au mois de juin pour les signer. Alors, avoir une autre année, ça serait le monde idéal. Mais encore là, tu as l'association des joueurs qui rentrent là-dedans. Tu as beaucoup, c'est pas juste une décision qu'on peut prendre nous-mêmes. Mais qui était, ce que tu nous dis, on a déjà mis nos inquiétudes à la Ligue nationale là-dessus.